Quand on imagine le roi d'Asgard et des 9 royaumes, on pense immédiatement à un souverain capable de tenir tête aux plus grands dieux et d'inspirer la crainte aux êtres les plus puissants de l'univers. Présenté dans les comics Marvel comme étant le père de toutes choses, guerrier, stratège mais aussi tacticien à ses heures perdues, dans le MCU cette image ne dépasse jamais les apparences, et c'est derrière son allure imposante qui se cache en réalité un personnage étonnamment passif, doué d'une histoire et d'un lore extrêmement riche, mais qui n'est simplement expliqué sans jamais être démontré. Tantôt endormi, relégué au second plan, avant de disparaître presque dans l'indifférence, Odin est sans doute l'un des personnages les plus sous-exploités, mais également aussi l'illustration d'un problème lié à toute la saga asgardienne. Yo les héros, ici l'agent du Shield, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur le cas d'Odin, roi d'Asgard, père de tout et roi des 9 royaumes, et savoir pourquoi est-ce que dans le MCU, le personnage est complètement passé à côté de son plein potentiel. Si vous appréciez le concept, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et mettez la cloche, ça soutient le multivers à mes côtés, et sans plus tarder, commençons. Lorsque l'on parle d'Odin, une chose revient constamment, c'est son immense réputation qui est en jeu. Roi d'Asgard et père de toutes choses, et ni plus ni moins que le conquérant de 9 royaumes. Donc en entendant toutes ces histoires, on pousse à croire que nous avons affaire à l'un des plus grands souverains de l'univers Marvel. Pourtant, lorsque l'on l'observe dans les films, cette réputation ne se traduit jamais devant l'écran. À de nombreuses reprises, Odin est davantage présenté comme un spectateur qu'un véritable acteur, siégeant sur son trône et prononçant quelques discours, rappelant les valeurs d'Asgard tout en laissant les événements suivre leur cours. Mais lorsqu'il devrait imposer son autorité, inspirer la crainte ou démontrer pourquoi il est considéré comme le plus grand roi d'Asgard, le film choisit systématiquement de le mettre en retrait. Et le premier film Thor illustre probablement l'un de ses plus gros défauts, c'est que lorsque les géants des glaces s'introduisent dans la salle du trésor, Odin ne cherche pas à afficher une démonstration de puissance. Il essaie tout simplement, au contraire, de privilégier la retenue et laisser Thor réagir à cette provocation. Ce choix est certes cohérent à sa volonté d'éviter une guerre, mais il a une conséquence inattendue, c'est que le spectateur ne voit jamais le souverain capable d'imposer naturellement son autorité. Le même constat revient sur Thor, le monde des ténèbres. Alors qu'Asgard subit l'assaut des elfes noirs, Odin ne fait que commander les opérations depuis le palais, mais il ne participe jamais directement au conflit. Pas une seule seconde, on ne voit Odin au milieu du champ de bataille avec son sceptre essayant de défendre Asgard ou même être en première ligne. Et c'est précisément là que réside un paradoxe. Le MCU ne cesse de nous rappeler qu'Odin est un roi exceptionnel, ayant gouverné les 9 royaumes et ayant réussi à les conquérir par la force. Mais il nous montre très rarement, ou même jamais, pourquoi il mérite cette réputation. Sa grandeur ne repose davantage et presque uniquement que sur son glorieux passé, comme les récits qu'il ne cesse de raconter à ses enfants, tel un vieillard radotant dans une maison de retraite, comme quoi le passé était beaucoup plus glorieux qu'aujourd'hui. S'il y a bien une chose qui définit Odin dans les comics, c'est sa puissance. Le père de tout n'est pas seulement un simple roi ou un chef de guerre, il est l'un des êtres les plus puissants et redoutables de l'univers. Son nom inspire la crainte et sa simple présence suffit à faire hésiter les plus grands ennemis du cosmos. Et lorsqu'il entre en combat, rares sont ceux capables de lui tenir tête. Cette réputation, Odin ne l'a pas volée. Dans les comics, il est capable d'affronter des menaces cosmiques et de dominer Hulk sans le moindre problème, rivalisant avec des entités d'une puissance inimaginable, et de manier l'Odin Force, une énergie divine faisant de lui l'un des êtres les plus puissants jamais créés. Mais dans les films du MCU, rien de tout ça n'est exploité. À aucun moment, les films ne nous offrent une véritable démonstration de sa puissance. On nous répète qu'il est le conquérant de 9 royaumes, sauf que ce dernier n'a jamais vraiment réussi à nous prouver qu'il en était vraiment le responsable. Dans le film Ragnarok, on apprend l'existence de Hela, et on pourrait même limite se dire si Odin n'est pas vraiment celui qui coordonnait les attaques, et Hela celle qui faisait le plus de dégâts. Et au final, quand on voit alors cette salle de trésor, on finit presque par se demander si c'est pas vraiment Hela qui l'a pas complété à la place du père de tout. Parce qu'à l'écran, Odin ne livre jamais un seul combat. Il ne terrasse aucun adversaire sous nos yeux et ne déchaîne jamais l'immensité de son pouvoir. Le spectateur est donc invité à croire qu'il est l'un des êtres les plus puissants de l'univers, sans jamais assister à la moindre démonstration capable de le prouver. Et c'est précisément là que réside le paradoxe. Un personnage aussi légendaire devrait laisser le public bouche bée à chacune de ses présentations ou même de ses apparitions.
Une seule scène aurait au moins suffi à établir définitivement son statut, ou au moins juste une démonstration de force, un affrontement mémorable pour nous montrer la puissance et surtout le potentiel de Odin et surtout de l'Odin Force. Au final, Odin reste tellement en retrait qu'on pourrait même se demander si en hors-champ il ne se tournerait pas le pouce sur son trône, laissant Thor ainsi que son fils faire n'importe quoi dans l'univers. Et c'est peut-être là le plus grand échec du perso, son immense puissance existe dans les dialogues mais jamais dans les images. Et tantôt on peut imaginer un perso charismatique, et c'est le cas, tantôt on ne voit pas du tout le guerrier si puissant qu'on nous avait promis. Au-delà de son rôle assez limité et de sa puissance qui a jamais été démontrée, Odin souffre d'un autre problème, c'est que son temps d'écran est tout simplement lamentable. En comptabilisant l'ensemble de ses apparitions dans le MCU, le roi d'Asgard ne reste présent que quelques dizaines de minutes à l'écran, et durant ce laps de temps, il passe une grande majeure partie de son apparition à conseiller Thor, à dialoguer avec Loki ou à prononcer quelques discours. Le plus frustrant, c'est que le MCU ne cherche jamais à l'exploiter en dehors de la saga de Thor. Alors que Nick Fury, Loki ou même Doctor Strange traversent plusieurs franchises, Odin reste enfermé dans l'univers asgardien jusqu'à sa mort dans Ragnarok. Cette disparition prématurée ferme définitivement la porte à des confrontations que de nombreux fans auraient rêvé de voir. Imaginez un univers alternatif où on aurait pu voir Odin affronter Thanos avec les pierres d'infinité. Je jubilerais honnêtement de voir un univers comme ça exister. Mais à la place de ça, Odin s'est tout simplement paisiblement éteint au début de Ragnarok, une scène qui est émouvante certes, mais qui aurait clairement pu être pire que ça. Et pourtant, malgré tous les défauts que je peux reprocher au traitement d'Odin dans le MCU, Marvel a bien failli commettre une erreur encore plus grave. Au cours du développement de Thor Ragnarok, une version très différente de sa mort avait été envisagée. Les premières bandes annonces avaient d'ailleurs fini par conserver quelques images de cette séquence, et dans cette version, Odin continuait encore à errer sur Terre après avoir été exilé par Loki. Affaibli et désorienté, réduit à vivre tel un SDF, il fouillait dans les poubelles avant d'être retrouvé par Thor et Loki, qui après ces retrouvailles fut rejointe par Hela, apparaissant et tuant directement le père de tout, dans l'indifférence absolue. Sur le papier, cette séquence expliquait l'arrivée d'Hela, mais en pratique, elle posait un énorme problème. Elle retirait au roi toute dignité. Voir le souverain des 9 royaumes, celui qui avait bâti Asgard et vaincu Hela des siècles auparavant, mourir dans une ruelle remplie de poubelles et de déchets, et ça dans une séquence aussi humiliante que celui de Lophé dans le premier film Thor, je dois dire une chose, heureusement que cette idée a été abandonnée. Parce que la version finale située en Norvège est infiniment plus respectueuse du personnage. Odin choisit ses derniers instants, retrouvant ses deux fils une dernière fois, leur révélant enfin la vérité sur Hela et s'éteignant paisiblement après leur avoir offert ses dernières phrases d'amour. Cette scène ne règle pas tous les problèmes du perso, mais lui offre au moins une fin digne d'un roi. Enfin, le dernier problème d'Odin est sans doute le plus paradoxal de tous, c'est sa manière d'être père. Tout au long du MCU, Odin est présenté comme un souverain sage, philosophique et guidé par de nobles valeurs. Pourtant, lorsque l'on analyse sa relation avec ses enfants, cette image noble et même gracieux commence sérieusement à s'effriter. Et c'est là qu'apparaît un parallèle étonnant avec un autre personnage emblématique du MCU, c'est Thanos. A première vue, tout les oppose. L'un est le protecteur d'Asgard et l'autre est le destructeur de la moitié de l'univers. Pourtant, lorsqu'il s'agit de leur vision de la parentalité, leur méthode présente des points assez similaires, ouais. Tous les deux ont bâti leur puissance par la conquête. Odin a soumis les 9 royaumes aux côtés d'Hela avant de devenir le roi que nous connaissons, et Thanos, lui, a conquis d'innombrables planètes avec son armée et avec ses enfants. Tous les deux dirigeant une force militaire gigantesque et imposant leur vision du monde grâce à leur autorité. Mais surtout, tous les deux utilisent leurs enfants comme les héritiers d'un projet bien plus grand qu'eux. Hela devient l'arme de conquête d'Odin, chargée d'étendre son empire. Thor est élevé dès son enfance pour devenir un roi et un guerrier, et au point que toute son éducation nourrit son arrogance et sa soif de gloire. Quant à Loki, Odin le recueille après la guerre contre les géants de glace, mais il lui cache toute la vérité sur ses origines, pour au final s'en servir comme un pont entre Jotunheim et Asgard, alors qu'il est lui-même responsable de cette fissure. Et chez Thanos, le schéma est étonnamment similaire. Dans les deux cas, les enfants grandissent avec le poids d'une destinée qui leur est imposée plutôt que choisie. La différence, c'est que Thanos pousse cette logique jusqu'à l'extrême.
Là où Odin finit par tenter de corriger certaines de ses erreurs, même si on peut le blâmer qu'il a quand même pris plusieurs dizaines de milliers d'années pour en prendre conscience. Car finalement, la plupart des tragédies de la famille royale d'Asgard trouvent leurs origines dans les décisions d'Odin lui-même. Et là est le résultat de son passé de conquérant, se servant de sa propre fille aînée en tant qu'arme pour pouvoir gagner du terrain et finir par conquérir des mondes. Lorsqu'il a commencé à s'assagir et que sa fille a commencé à gagner davantage en ambition, il a fini par la bannir sur elle. Loki finit par sombrer littéralement dans la folie après avoir découvert le mensonge sur ses origines, et surtout presque avoir compris que sa simple signification dans cette famille n'était seulement que pour accomplir et de réparer les torts d'un père qui avait volontairement brisé les liens entre deux royaumes, et que sa seule raison d'être de ne pas avoir été laissé à l'abandon était peut-être de réparer ce tort. Et en parlant de Thor, ce dernier sera banni et exilé d'Asgard sans ses pouvoirs pour apprendre l'humilité, après que ce dernier ait fini par suivre l'éducation mais également aussi les enseignements d'un roi qui a lui-même commis les mêmes atrocités et les mêmes crimes de guerre. Et ça en osant même les réciter à ses enfants, et tout ça finira tout simplement par nourrir l'orgueil d'un dieu du tonnerre qui ne voulait qu'une chose, ressembler à son père. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe du perso. Le MCU ne cesse de nous présenter Odin comme le plus sage des rois. Pourtant, les plus grands conflits et même une majeure partie des menaces cosmiques sont propres à lui et ses propres conséquences. Au final, Odin passe son temps à enseigner la sagesse à ses enfants sans jamais réussir à l'appliquer pleinement à lui-même. C'est comme si un père alcoolique qui passe son temps à expliquer à ses enfants le danger de l'alcool sans jamais réussir à se débarrasser de sa propre dépendance. Les conseils sont justes, mais ils perdent leur force parce que celui qui les donne ne les applique pas lui-même. Odin est un homme qui connaît parfaitement les leçons de la sagesse, mais qui échoue constamment à les appliquer dans sa propre vie. C'est comme un père qui explique à ses enfants comment devenir de bonnes personnes, tout en commettant lui-même les erreurs qui finiront par les détruire. Au final, lorsqu'on lit entre les lignes, on peut vite comprendre et déduire que Odin n'est pas vraiment un mauvais personnage. Au contraire, dans son histoire ainsi que dans son passé, il a une importance capitale. Le problème, c'est son exploitation présente dans le MCU. À force de raconter ses exploits plutôt que de les montrer, de le maintenir constamment dans second rôle alors qu'on aurait aimé le voir davantage partager du temps avec son fils, Marvel a transformé l'un de ses personnages les plus impressionnants en une légende dont on entend davantage parler que on ne le voit vraiment agir. Et c'est sans doute le plus grand gâchis, car derrière le roi d'Asgard se cachait un personnage qui aurait largement mérité d'être un pilier important de la saga de l'infini. Mais ça malheureusement nous ne le verrons jamais. Alors dans tous les cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Pensez-vous qu'Odin est un personnage sous-exploité dans le MCU, ou estimez-vous au contraire que Marvel lui a offert la place qu'il méritait? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette analyse autour de vous, cela aidera énormément la chaîne. En attendant la prochaine mission, ici l'agent du Shield, et je vous dis à très vite. Ciao!